Bienvenue à Bruxelles pour ce 287e numéro de La Faute à l'Europe. Combattre les violences faites aux femmes. Alors on se dit que le sujet doit a priori faire consensus, très naturellement, en Europe. Et pourtant, un projet de directive est actuellement en discussion ici à Bruxelles et ça bloque en grande partie à cause de la France. Ce texte vise à mieux protéger les victimes et punir davantage les coupables de violences. Le projet présenté par la Commission prévoit une définition du viol basée sur l'absence de consentement. Et le blocage, il est là. La France fait de la résistance aux côtés de la Hongrie et de la Pologne. Même les eurodéputés du camp d'Emmanuel Macron ne comprennent pas pourquoi Paris résiste à ce point. Et par-dessus le marché, le président Emmanuel Macron s'est mêlé à l'affaire Depardieu et s'est vu reprocher son soutien à l'acteur. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment se fait-il que la France semble se retrouver du mauvais côté de la barrière dans cette affaire? On va en parler avec Nathalie Colin-Osterlier, députée européenne, membre des LR, les Républicains. Bonjour. Centristes. Des centristes, pardon. Vous êtes membre de la famille Parti populaire européen ici au Parlement. Vous êtes très en colère, hein? Forcément. Je suis très en colère puisque j'étais rapporteur pour mon groupe sur ce texte, ce projet de directive qui a un double objectif. Tout d'abord d'harmoniser ce que sont les violences, cette définition de ce que sont les violences, dont bien sûr le viol, qui est la violence la plus terrible qu'une victime puisse connaître, et puis d'harmoniser également les sanctions au niveau européen. Ce texte a été voté au Parlement européen. Il est parti en négociation avec le Conseil, avec les représentants des États membres. Et effectivement, les représentants des États membres ont souhaité exclure de ce texte le viol, ce qui veut dire que l'on aurait demain une directive permettant de lutter contre les violences faites aux femmes sans que le viol soit intégré. Voilà, on va y revenir en profondeur dans cette émission. Avec nous également Jade Grandin de l'Éprevier, correspondante de l'Opinion. Bonjour. Et Jean Quatremer, correspondant de Libération. Alors, les violences faites aux femmes en Europe, on fait l'état des lieux de ce fléau avec Thibaut Maillet du bureau de France Télévisions ici à Bruxelles. En Europe, il est difficile d'avoir une vision d'ensemble et précise des violences faites aux femmes. En 2018, 348 000 violences sexuelles ont été recensées dans l'Union européenne, dont un tiers de viols. Ces chiffres sont en augmentation, peut-être en lien avec la libération de la parole, davantage de plaintes et une meilleure prise en compte. Les données pour comparer les 27 États sont rares et surtout à prendre avec précaution. Il existe un décompte des féminicides. Selon Eurostat, c'est en Lettonie et en Lituanie qu'il y a le plus de féminicides en Europe. Dans la plupart des autres pays, on compte en moyenne chaque année 4 femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou d'un membre de leur famille par million d'habitants. Parmi les 27, il y a quand même quelques pays qui font figure de bons élèves. En 2023, la Belgique a adopté une loi Stop Féminicide. Il s'agit du premier pays en Europe à se doter d'une loi contre les féminicides. Le texte définit cette notion, il permet d'améliorer la prévention et la protection des victimes. L'Espagne apparaît aussi comme un modèle. Elle dispose d'une loi contre les violences conjugales depuis 2004. Il y a en Espagne 17 fois plus d'ordonnances d'éloignement prononcées qu'en France et beaucoup plus de bracelets anti-rapprochement. L'Espagne a aussi condamné 2 fois plus d'agresseurs que la France. Enfin, en Europe, 13 États membres ont d'ores et déjà une définition du viol basée sur le consentement. L'Espagne, le Danemark, le Luxembourg, mais pas la France. Voilà, merci beaucoup Thibaut Maillet. Nathalie Colin-Osterlier, vous êtes, je rappelle, députée européenne centriste. Et vous êtes très active sur ce dossier, sur cette directive. Vous êtes l'une des rapporteurs ici au Parlement européen. Donc ça a été présenté par la Commission le 8 mars 2022. Il me semble. Et maintenant, c'est le Conseil, donc les ministres, et le Parlement qui discutent et qui débattent du texte et qui doivent arriver à un accord sur la base de la proposition de la Commission. Absolument. C'est quoi la plus-value de ce texte? Qu'est-ce que ça va changer pour les femmes et contre les violences faites aux femmes? Eh bien, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une manière d'harmoniser les définitions des violences pour que ces violences soient traitées de la même manière au sein de l'Union européenne et également d'avoir des sanctions harmonisées. Il faut savoir que c'est un fléau qui n'est pas uniquement français, qui est européen. Vous avez, et au-delà d'ailleurs, vous avez 7 femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leurs conjoints au sein de l'Union européenne. Donc c'est un fléau européen sur lequel nous avons décidé
de travailler avec un texte ambitieux qui permet donc de protéger déjà, de prévenir les violences avec tout un arsenal de dispositions permettant de prévenir ces violences et également d'accompagner les victimes de manière globale, de mieux former les magistrats, les policiers, de mettre en place tout un arsenal de mesures. Mais ça s'adresse, c'est quoi? C'est un socle pénal commun, mais ça s'adresse surtout aux pays où les femmes sont moins protégées qu'en France, ou bien c'est aussi intéressant pour les femmes françaises? Non, c'est intéressant également pour les femmes françaises, on y reviendra, puisque aujourd'hui, notamment concernant le viol, la définition qui a été adoptée par la Commission européenne et par le Parlement européen, c'est une définition très simple. Un acte sexuel sans consentement est un viol. Aujourd'hui, cette définition n'est pas adoptée par bon nombre de pays européens. Et donc, l'enjeu, c'est justement d'avancer, de mieux protéger les victimes. Donc là où ça bloque, c'est un petit peu plus loin, ici dans le quartier européen, du côté du Conseil des ministres. Jade, je me tourne vers vous. Il y a des divisions entre pays. Oui, c'est ça. C'est un sujet qui est très sensible et assez complexe. Et en fait, il y a un groupe de pays, environ, je crois que c'est une douzaine de pays, qui a aujourd'hui dans sa définition du... En fait, la question qui fait le plus débat, c'est comment on définit le viol dans le code pénal des différents pays. Et les définitions sont différentes dans chaque législation nationale. Et donc, il y a une douzaine de pays qui... Alors, ceux qui sont pour, c'est l'Italie, la Belgique, l'Espagne. Italie, Belgique, Espagne. Et il y a une douzaine de pays européens qui ont la notion de consentement dans la définition du viol. Il y a des pays qui ne l'ont pas, comme la France. Il y a des pays qui s'opposent donc à ce qu'il y ait cette nouvelle définition européenne qui s'appliquerait à tous. Et il y a beaucoup de pays qui ont changé d'avis ces derniers mois. Et le fait que des pays changent d'avis montre à quel point le sujet est sensible. Donc, il y a déjà cette division entre pays. Et ce qui est intéressant, c'est que le sujet est tellement compliqué qu'il y a même une division, comme vous l'avez dit, au sein de la majorité, puisque le gouvernement français, donc c'est Renew, c'est la majorité d'Emmanuel Macron, Renaissance, a une position. Et de l'autre côté, il y a les eurodéputés Renaissance, donc d'Emmanuel Macron, donc qui sont quand même dans le même parti, qui eux ont une autre position. Et en fait, c'est assez rare. Ils ont même fait une tribune. Ils ont fait une tribune. C'est ça qui est très rare parce que, évidemment, qu'en coulisses, il y a souvent des divisions entre ceux qui sont à Bruxelles, à Strasbourg, ceux qui sont à Paris. Mais souvent, ça se règle entre nous, entre eux. Et là, ce qui était rare, c'est qu'eux, ils en avaient tellement assez que Paris ne les écoute pas. Ça fait des mois qu'ils appelaient Paris en disant cette définition du viol sur le consentement, attention, la France, ça ne va pas ce que défend la France, qu'ils ont fait une tribune pour dire à quel point ils étaient contre. Et c'est assez rare qu'il y ait comme ça un désaccord sur la place publique au sein de la majorité présidentielle. A priori, est-ce que c'est un sujet européen pour vous, Jean? Absolument pas. Alors là, je trouve que là, le Parlement européen, la Commission d'abord et le Parlement européen vont infiniment trop loin. Pour que le traité prévoit qu'il y a des crimes transnationaux. Ça, et dans ce cas-là, par exemple, le terrorisme, le trafic... Les eurocrimes. Les eurocrimes. Donc, le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, le trafic de drogue, par exemple, la pédopornographie, qui voyage sans frontières. Mais le viol, en l'occurrence, c'est purement national. Il est très rare qu'un violeur se trimballe d'un pays à l'autre. C'est arrivé avec Fourniret, par exemple, mais c'est très, très rare. Donc, c'est quelque chose... Donc, l'Union européenne qui passe son temps, et les parlementaires passent leur temps à dire, c'est le principe de subsidiarité. Vous savez, ce qui est national doit rester traité au niveau national. Là, d'un seul coup, pour le viol, ça devient une question européenne. Alors, on se dit, mais pourquoi? C'est pas dans le traité, et en quoi ça concerne l'Union européenne? Juste pour voir les positions, et on va poursuivre la discussion. Donc, Nathalie Colin-Sterlet, vous êtes fâchée, mais on va vous entendre. Vous êtes fâchée que la France bloque sur ce dossier. Vous, Jean, vous comprenez. C'est d'un point de vue technique. Mais d'un point de vue technique, et de point compétences. De vue philosophique, philosophique, l'Union européenne n'a pas à se mêler de ça. Mais demain, au rythme où on est parti, l'Union européenne va vouloir définir la moindre infraction. Pourquoi pas aussi la fraude fiscale nationale? Pourquoi pas, je veux dire, il y a un moment, l'Union européenne, qu'elle se mêle de ce qui la regarde, donc de ce qui est transnational. Alors, on va vous entendre, Nathalie Colin-Sterlet, mais on va entendre, une fois n'est pas coutume, Manon Aubry de LFI, qui, elle est de votre côté. Elle vous soutient, elle est d'accord avec vous. On l'entend à la tribune du Parlement européen. Alors que plus de 100 000 viols ont lieu dans l'UE chaque année, la France bloque les négociations d'un texte crucial contre les violences sexuelles, en voulant exclure de la législation européenne la définition du viol. Alors je veux ici le répéter à cette tribune, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Un rapport sexuel sans consentement est un viol. Un rapport sexuel sans consentement est un viol. Voilà. Alors, deux choses, si je peux répondre.
première chose, ce que vous disiez très justement, nous sommes dans un espace de libre circulation. Moi, je vis d'ailleurs dans un territoire frontalier, puisque j'habite à Metz. Nous avons tous les jours des femmes qui vont travailler dans des pays voisins. Donc dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'avoir une harmonisation des définitions concernant le viol, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais ça, c'est pour la libre circulation. Mais au-delà de ça, il y a une base légale. Quand vous dites qu'il n'y a pas de base légale, c'est faux. C'est l'article 83 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne qui parle bien d'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Attendez, pour aller voir certaines législations étrangères, le viol est considéré comme de l'exploitation sexuelle. Il n'y a pas besoin de rémunération pour exploiter quelqu'un. Et d'ailleurs, en 2011, l'Union européenne a légiféré sur les abus sexuels commis sur les enfants, sur cette même base légale, exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Donc dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de base légale pour légiférer sur ce sujet, c'est absolument faux. Jade, on a besoin de vous pour arbitrer un petit peu. Mais juste, Emmanuel Macron, on est d'accord qu'il n'est pas là pour fragiliser la définition du viol en Europe. C'est ça probablement qu'il faut rappeler, c'est sur le fond du débat, les défenseurs de la non-définition européenne disent que la définition française et celle dans d'autres pays est déjà très solide, suffisamment solide. Pourquoi ? Je présente juste leur argument. C'est intéressant d'entendre leur argument. Il y a des juristes qui défendent ça, d'autres juristes défendent l'inverse. Donc c'est intéressant philosophiquement. En gros, ils disent qu'en France, le fait qu'il n'y ait pas de notion de consentement dans la définition du viol permet d'enlever la charge de la preuve à la victime, c'est-à-dire que la police, pour prouver qu'il y a eu un viol, ne va pas regarder si la victime avait donné son consentement ou pas, si elle avait dit oui ou non. Donc elle ne va même pas regarder si la victime avait dit non. Elle va regarder comment l'agresseur a agi. Est-ce que cet agresseur a agi soit par violence, menace, contrainte ou surprise ? Et donc, les défenseurs du modèle français disent c'est très bien parce que du coup... La charge de la preuve revient... La charge de la preuve va à l'agresseur. Et ils disent, si on commence à dire que le viol, c'est un acte sexuel non consenti, c'est ça que veulent un peu, c'est la définition qui serait européenne, eh bien, dans ce cas, on se tournera vers la victime en disant « Ah, mais vous n'avez pas dit non, etc. » Donc ça, c'est l'avis un peu du gouvernement français qui dit que ça fragiliserait le droit français d'avoir cette définition. Ce qu'on doit dire aussi, c'est que ceux qui disent « c'est pas grave d'avoir cette loi européenne », ils disent « la France ne sera pas obligée de transposer le texte, de changer son code pénal ». C'est-à-dire qu'on fait ça pourquoi ? Pour les pays où il n'y a pas une définition solide comme en droit français. On fait ça pour la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne avant les dernières élections. Et toutes ces femmes-là, il faudrait qu'il y ait cette définition pour les protéger. Et la France, elle, n'aura pas à changer son droit. Et donc, il y a un côté, c'est vrai, très symbolique de se dire qu'on va avoir une directive sur les violences faites aux femmes sans le viol. Et le Parlement qui se prononce sur tout d'un coup, il lâcherait son stylo parce qu'on parle des femmes. Et beaucoup de gens disent qu'il y a un peu un État profond qui refuse de légiférer sur les femmes parce que ça serait trop sensible, trop difficile, alors qu'il y a énormément de sujets sur lesquels ça ne pose pas de problème. Et la France n'a pas de problème avec ça. Jean, et puis sur la question du consentement, c'est tout à fait passionnant. Parce que, je vais citer, c'était Blanche Gardin qui disait oui, c'est oui, la philosophe, non, c'est non, la philosophe. Et parfois oui, c'est non aussi. Ça arrive. Et c'est pour ça que la définition française est intéressante, parce que par surprise, par contrainte, par autorité, on peut obtenir effectivement un rapport sexuel d'une femme. Donc, première chose qui est importante. Deuxième chose, la logique, effectivement, et là, Jade a tout à fait raison, c'est-à-dire on risque de faire peser la preuve, donc la preuve du consentement ou du non-consentement, sur la victime. La seule logique, pour aller jusqu'au bout, et c'est ça qui n'est pas dit par les défenseurs de cette définition européenne, c'est qu'il faut inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire, on va demander, et c'est ce qu'a fait la Suède, elle a été jusqu'au bout du raisonnement, là carrément, et Assange en a été victime, c'est-à-dire que... Julian Assange, le lanceur d'alerte. Absolument, qui a été quand même... du temps, des années, réfugié dans une ambassade parce que c'était un moyen, l'ambassade d'Équateur, parce que les États-Unis voulaient obtenir son extradition. Toujours est-il qu'on inverse la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est à l'homme de faire la preuve du consentement de la victime supposée.
waouh, mais dans quel système on entre? Et c'est vrai que donc ce système-là, le système suédois, c'est la logique aboutie de ce texte. Donc il y a tout un non-dit derrière ce texte, moi qui me choque. C'est-à-dire que le débat n'a pas eu lieu. Et moi, ce débat-là, je veux qu'il soit mené au Parlement français. J'ai élu le Parlement français dans son entièreté. Je veux que ce soit un débat mené en France et que ce ne soit pas un débat mené derrière les portes closes du Parlement européen. Vous êtes députée européenne. Oui. Donc déjà, pour revenir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, une victime en France doit prouver qu'elle n'a pas consenti en apportant la preuve qu'il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez seulement 18,5% des plaintes qui aboutissent en France. Pourquoi? Et je vous invite à écouter, d'ailleurs, je vous invite à écouter les auditions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale de magistrats et d'avocats. De magistrats qui vous expliquent que... Quand vous dites qui aboutissent, c'est des plaintes qui sont traitées effectivement et qui vont en justice. À une condamnation. Et qui aboutissent à une condamnation. Voilà. Ce magistrat disait quoi? Il disait, aujourd'hui, je suis parfois convaincu de la culpabilité de la personne qui est en face de moi, mais je ne peux pas la condamner, tout simplement parce qu'on n'entre pas dans ces 4 éléments. Encore une chose, 90% des viols se passent dans la sphère proche, dans la sphère intime. Donc pas transeuropéenne. 90% et 70% des victimes sont dans un état de sidération. Oui, absolument. D'accord ? Sidération, ça veut dire que vous avez une paralysie de la victime, que vous êtes dans une situation qui ne vous permet plus d'agir, de vous défendre. Donc vous vous rendez compte, plus vous êtes dans une situation de vulnérabilité, ce qu'on appelle les situations de vulnérabilité, sont des personnes soit handicapées, soit qui sont dans une relation hiérarchique avec l'auteur ou autre, plus vous êtes dans cette situation de vulnérabilité, moins vous êtes protégé parce que vous avez cet état de sidération. Donc vous êtes obligé à un moment donné d'introduire cette notion de consentement pour élargir le champ de la preuve, pour permettre aux victimes de prouver, même s'il n'y a pas eu de violence, de menace, parce que ça c'est assez facile à prouver, mais lorsqu'il y a contrainte morale, lorsqu'il y a surprise, eh bien c'est beaucoup plus compliqué et l'objectif est quand même de protéger les victimes. Aujourd'hui, vous avez quand même 10 femmes par heure en France victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Ça n'est pas rien. En tout cas, précisément parce que ça se passe le plus souvent dans la sphère intime ou à proximité. En tout cas, sur la question des viols, les institutions européennes ne devraient-elles pas être davantage sévères à l'égard d'elles-mêmes? Voici l'édito de Jean Quatremer. Les institutions européennes sont très fortes pour donner des leçons aux États membres, beaucoup moins pour s'appliquer à elles-mêmes les dites leçons. Ainsi, la France est quasiment accusée par le Parlement européen de protéger les agresseurs sexuels parce qu'elle considère que l'Union n'a aucune compétence pour définir ce qu'est un viol, faute d'être un crime transfrontalier. Le problème est que ce procès est instruit par des institutions qui ne sont absolument pas exemplaires en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, loin de là. Ainsi, régulièrement, des affaires de viol, d'agression et de harcèlement sexuel entre fonctionnaires défrayent la chronique sans que personne ne s'en émeuve, comme s'il fallait à tout prix protéger la pureté de l'idée européenne. 2 exemples récents. Le Parlement européen n'a pas jugé bon de débattre de l'attitude de la Commission qui a tout fait pour dissimuler le viol d'une jeune Française de 26 ans par son directeur estonien en septembre 2015. Pire, elle lui a maintenu son salaire de 18 000 € mensuels durant 7 ans, jusqu'au moment où il a finalement été condamné, en septembre 2022, à la peine ridicule de, tenez-vous bien, 4 ans de prison avec sursis, parce que les faits étaient trop anciens. De même, j'ai révélé dans Libération, en juin 2023, comment la Cour de justice de l'Union européenne avait étouffé une affaire d'une rare gravité, les viols et violences répétées de l'un de ses juges, un Slovène, sur sa référendaire italienne. Ainsi, au lieu de protéger la victime, la Cour l'a fait partir, tout comme son agresseur. Pire, la Cour a porté plainte contre la victime devant l'Office antifraude de l'Union pour ne pas avoir respecté son devoir de réserve en parlant à la presse. Il fallait oser. Le juge, lui, n'a pas été inquiété. Est-ce que l'affaire a ému les eurodéputés ou un organe de contrôle de l'Union? Absolument pas.
Est-ce de cas isolés? Selon les témoignages que j'ai pu recueillir dans les différentes institutions, ce n'est pas le cas. Mais les victimes, par peur et faute de soutien approprié, n'osent pas porter plainte. D'autant que les justices belges ou luxembourgeoises, compétentes pour juger des crimes commis sur leur sol, n'ont qu'indifférence pour cette criminalité. Disons-le tout net, l'union en interne, c'est le Moyen-Âge pour les femmes. Voilà, merci Jean pour cet édito médiéval. Nathalie Colin-Sterlet, vous êtes d'accord avec ce Oui, mais constat je de Jean? pense que malheureusement, cela ne se passe pas qu'au sein de nos institutions. Ça se passe dans les milieux sportifs, ça se passe, on l'a bien vu, dans des tas d'associations, de collectivités locales. Mais vous ne répondez pas à mon édito. Est-ce qu'on couvre ce genre d'agissement? Est-ce qu'on n'agit pas? Non, je ne crois pas qu'on couvre. La justice est saisie. Ce ne sont pas aux parlementaires de se substituer aux magistrats, honnêtement. En revanche, moi, justement, nous proposons d'agir. Ce serait une faute de ne pas agir pour protéger davantage les victimes, pour la prévention, pour les accompagner et puis pour agir au niveau pénal. Alors certains utilisent ce débat pour faire un lien avec la question de l'insécurité et de l'immigration. Voici ce qu'a déclaré Mathilde Androuet, c'est une députée européenne RN, dans l'hémicycle. Ce qui est divers, banal, c'est votre lâcheté. Lâcheté à ne pas reconnaître que l'immigration a fortement contribué aux 170% d'augmentation des violences sexuelles en 10 ans. Les coupables sont ces violeurs, mais les responsables, c'est vous. Alors si vous voulez que les violences à l'égard des femmes baissent, ayez le courage de cesser ces flux humains gangrénés par des éléments inhumains dont la violence n'a d'égal que le mépris qu'ils ont pour nous, les femmes. Nathalie Colin-Sterlet. Oui, ce sont les amalgames que l'on connaît et je laisse le Rassemblement national responsable de ces propos. Bon, sur les vrais grands sujets, le projet de directive prévoit aussi des quotas d'hébergement pour les femmes victimes de violences. C'est pour ça que c'est important que ce texte puisse passer et ne soit pas bloqué par peut-être des considérations et qui sont certes très, très importantes. On va rejoindre Paul Germain dans le froid polaire de Bruxelles. Paul, ces quotas d'hébergement, cette mesure n'est pas anodine, hein, elle est même essentielle. Une mesure essentielle, Yann Anthony, parce que lorsqu'une femme décide de quitter un mari ou un conjoint qui est violent, eh bien, le nœud du problème, c'est bien souvent le logement. Les associations qui travaillent dans la rue le constatent d'ailleurs, la majorité des femmes qui sont sans abri sont des femmes qui ont essayé d'échapper à des violences, violences d'un conjoint ou violences dans leur petite enfance. Bref, il y a une spécificité au sans-abrisme au féminin, ce sont les violences qui sont la cause principale de la perte de logement. Le problème, c'est que lorsqu'une femme se retrouve dans la rue, eh bien, elle est confrontée non seulement au froid, mais également à d'autres formes de violence, d'où l'importance d'avoir des maisons d'accueil et des maisons d'accueil réservées exclusivement aux femmes, parce que la mixité peut faire peur à certaines. C'est ce qui est inscrit dans le projet de directive européenne, un quota d'hébergement en fonction du nombre d'habitants, mais ça aussi, ça coince. Voilà, merci Paul. Rentrez, venez au chaud. Jade, quand on voit que la France, avec l'Allemagne aussi, hein, mais surtout la Hongrie, la Pologne, etc., s'oppose à ce texte pour des raisons techniques, donc à cette directive. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est en décalage, qu'Emmanuel Macron est un peu en décalage avec les souffrances des victimes? C'est sûr que pour lui, il y a un énorme risque d'image, puisque ce n'est pas déjà la première fois que la France se retrouve sur la même position que la Hongrie et la Pologne, et c'est le type de situation qui est toujours utilisé par ses opposants en disant « regardez, la France et la Hongrie ». Et sur ce sujet des violences faites aux femmes, c'est un sujet où Emmanuel Macron est souvent critiqué. Vous avez fait allusion à ses récentes déclarations sur Gérard Depardieu. Donc il y a un risque d'image énorme qui avait été souligné par ces eurodéputés en disant « les élections européennes sont dans 3 mois, 4 mois ». On ne peut pas se permettre d'avoir une telle position de la France et de la majorité sur les violences faites aux femmes. C'est comme si on nuisait à tout ce qu'on a déjà fait comme effort sur ce sujet. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il serait le président de l'égalité homme-femme. Mais pour vous, Jean, il a quand même raison, parce que de s'opposer à ce texte... Il y a un vrai problème de fond. Comme quoi, il ne fait pas que de la com. Non, il y a un vrai problème de fond, et si la Commission était intelligente, elle sortirait la question du viol du texte en disant « Ok, on va en reparler, parce que manifestement, ça pose un problème, et comme ça, on adopte le reste de la directive qui contient des mesures qui sont absolument nécessaires
faire et on l'applique immédiatement. Là, il y a un côté chantage aussi des tenants de la thèse du viol-consentement à l'égard de la France, et ça, c'est pas très correct. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Donc maintenant, il faut que le Parlement et le Conseil des ministres se mettent d'accord sur ce texte. Exactement. Il faut l'espérer. Moi, je veux quand même revenir sur certains chiffres. 9 Français sur 10 veulent aujourd'hui l'introduction de la notion de consentement dans la définition du viol. Je rappelle quand même que la France a ratifié la Convention d'Istanbul qui parle bien donc de consentement lorsqu'on parle de viol. Et par ailleurs, sur les questions d'hébergement, même si la France a progressé, nous sommes encore très en retard, puisque la Convention d'Istanbul prévoyait justement des quotas d'hébergement d'accueil d'une famille pour 10 000 habitants. Ça permettrait de passer de 9 000 à 15 000 places d'hébergement aujourd'hui en France. Et puis, il y a aussi une question financière pour lutter contre les violences faites aux femmes. En France, nous consacrons 5 € par habitant pour lutter contre ces violences. À titre d'exemple, l'Espagne, c'est 15 € par habitant. L'Espagne est quand même un exemple en la matière. Donc, il n'y a pas que le viol dans cette directive. Il y a d'autres dispositions. Mais enfin, imaginez que l'on adopte une directive pour lutter contre les violences faites aux femmes en excluant le viol. Ça me laisse sans voix. Et nous demandons à ce moment-là aux États membres de proposer une définition. Ils n'ont pas proposé une définition, ils ont exclu le viol de la directive. Merci et ça n'est pas Nathalie acceptable. Colin-Osterlé, députée européenne centriste, Merci. d'avoir participé à cette émission. Merci Jade Grandin de l'Éprevier, correspondante de l'Opinion, et Jean Quatremer de Libération. Cette émission a été préparée par Paul Germain, produite par Alexandre Rougier, réalisée par Pascal Simard. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe.